régénérer son organisme, c'est-à-dire à renforcer ses capacités, lorsqu'elle a eu le temps de se reposer, une femme qui vient d'accoucher a le droit de se reposer, faire reposer sa matrice ou son utérus, et que cet utérus se prépare à recevoir une autre grossesse selon son plan avec son époux. Madame Claudine Bena, selon vous, est-ce que le repos de la femme après la maternité, ça dépend vraiment de la femme? D'abord de la femme elle-même et aussi de son partenaire. Parce que c'est la femme qui est responsable de son corps. Alors si elle accepte de se reposer, je pense que son partenaire aussi pourrait... Mais comment elle va accepter? Déjà, elle est sous tutelle d'une autre personne qui le gère. La personne peut décider de faire encore des enfants. Bon, peut-être qu'elle ne veut même pas faire des enfants, mais l'homme a besoin de sa femme à la maison. À quel moment ces décisions peuvent influencer les femmes? Bon, moi je pense qu'il y a, dans un couple, il y a toujours un dialogue. Hein? Il y a un dialogue, une entente entre partenaires. Dans une relation, il n'y a pas un supérieur et un inférieur. C'est le dialogue qui prime dans toute relation. Ok. Je retiens encore la parole de Maître Micheline parce que je n'ai pas encore abordé son micro. Voilà pourquoi je dis Maître Micheline, attends d'abord. Je finis avec la sœur ici et puis sur le plan juridique, je sais qu'il y a beaucoup à dire et abonné de retour sur la vague à la terre ou non, c'est là commentaire, nos message. Je sais que la connexion vous pose beaucoup de problèmes, mais nous ici tout va bien, on a une bonne connexion. Voilà pourquoi on s'est vous capter dans les timings. Ma sœur, comment vous accompagnez les femmes dans sa santé reproductive? Est-ce que votre structure disponibilise les méthodes nécessaires? Oui, notre service, notre programme a cette obligation de respecter les choix de la femme. Parce que c'est la femme elle-même qui choisit la méthode de planification familiale selon ses besoins. Nous sommes là pour l'accompagner. Et je reviens pour dire qu'il n'y a pas seulement des avantages sanitaires, il y a des avantages aussi économiques et socio-économiques. Économiques parce que lorsque la femme planifie ses grossesses, elle peut planifier aussi ses projets. Elle peut se dire, je fais cette activité, ça peut produire autant, je voulais faire construire par exemple. Je vais acheter par exemple une moto, une voiture, je ne sais pas, je vais payer les frais de mes enfants ou aider ma famille. Ça dépend des projets que la femme conçoit. Mais elle ne peut réaliser ces projets que lorsqu'elle se sent souple. Lorsqu'elle a la grossesse, elle a des malaises de grossesse, elle ne saura pas travailler pour atteindre ses objectifs. C'est pour cela que lorsqu'elle a aussi un bébé en main, elle est très limitée pour réaliser certaines activités en vue de lui permettre d'atteindre des objectifs. Mais lorsqu'elle planifie le tout, elle peut être au service, si c'est une femme travailleuse, si c'est une commerçante, ainsi de suite. Elle peut être régulièrement de son travail et continuer à produire. Son rendement ne va pas en souffrir. Du point de vue socio-affectif, ça lui permet de donner un peu plus d'affection aux enfants qu'elle porte. Par exemple, là, un bébé. Imaginez-vous une femme qui a un bébé de 3 mois, 4 mois, 5 mois ou 6 mois, elle conçoit déjà. Vous comprenez que ce bébé-là sera sacrifié et ce bébé peut faire même la malnutrition tout simplement parce qu'elle n'a pas réussi à assez d'affection de sa mère, elle n'a pas eu le temps de profiter de l'allaitement maternel correctement, ainsi de suite. Donc c'est un enfant qui sera fragile et qui va tomber plus malade et qui va faire que la famille puisse dépenser beaucoup d'argent parce qu'elle sera à tout moment. Ma sœur, cette question vraiment ne vient pas de moi. Il y a une personne qui vient de m'écrire là, me demande de vous demander, est-ce qu'il n'y a pas contradiction entre vous, sœur, et votre domaine d'intervention? C'est fait par imposition des services de l'État ou vous vous sentez à l'aise? Comment une sœur déjà parle de la reproduction comme ça?
et comment vous avez appris ces connaissances-là pour les mettre à l'avantage de la population. Ah, merci pour la question, Anna, et puis pour la ouverture. Vous avez raison. Je suis religieux, je suis consacrée. Je n'ai pas opté pour la reproduction individuelle. Mais la reproduction spirituelle, je peux le faire. La reproduction de la communauté, je peux aider, accompagner la communauté à se reproduire. Si un couple est heureux, nous tous nous sommes heureux. Mais si un couple a des problèmes parce qu'il ne sait pas planifier les naissances, il y a des enfants mal nourris, il y aura des avortements, des grossesses non désirées, il y aura des enfants qu'on va jeter dans la rue et en fait de compte on va nous ramener ces enfants pour que nous puissions les prendre en charge. Vous comprenez un peu comment ça peut avoir un impact. Mais moi je suis médecin pas pour moi-même, mais c'est pour la communauté. Ce que je connais de la médecine, je dois mettre ça à la disposition de la communauté et je n'ai pas le droit de garder l'information de ce que je connais. Mais la personne reste libre de conduire sa vie, libre de gérer son corps. La femme doit sentir qu'elle est libre de gérer son corps et de planifier ce qu'elle peut planifier pour qu'elle se reproduise normalement, pour qu'elle-même soit en bonne santé, son enfant en bonne santé, son époux en bonne santé. C'est toute la famille qui doit être en bonne santé. Si toute la famille est en bonne santé, toutes les familles vont travailler et vont contribuer au développement même de la communauté, au développement même du pays d'une façon générale. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette belle réponse de la sœur, chère abonnée, Toto Sana? Ma sœur n'est pas médecin pour soi-même, ni pour les religieux de l'Église catholique. Elle est médecin pour toute la communauté, pour toute la province de la Tchopo, pour la République démocratique du Congo en général. Mesdames et messieurs, je dois devoir libérer ma sœur Thérèse Mokaria. Un mot de la fin aux jeunes filles qui viennent de voir leurs règles et aussi aux parents, surtout les parents. Je pense qu'on va échanger sur ce sujet à loin et à large avec comme était maman ici. Un mot de la fin. Merci Madame la journaliste. Le mot de la fin, c'est dire que les parents ont le devoir de parler aux jeunes. Bien sûr, la gestion des cycles menstruels commence d'abord par la fille elle-même, mais les garçons aussi. Parce que lorsque les garçons sont informés de la vie de leurs sœurs, rien ne va les étonner. J'ai parlé ici des changements d'humeur. Vous savez, s'il y a des changements d'humeur dans la famille, c'est tout le monde qui est mal à l'aise. Ah, maman, les lois, la mouki bien té, maman, les lois, zakanda kanda, grande sœur, les lois, moyen té. Ça met tout le monde mal à l'aise. Mais si on comprend qu'on est dans telle période, comment on peut la gérer, ça va faire du bien aussi dans son environnement. Les parents ont le devoir d'expliquer, de parler ouvertement aux jeunes de cycle menstruel. Ce n'est plus un tabou. Parce que si nous continuons à garder les tabous, elles vont lire dans les internets, elles vont lire, écouter les conseils des amis et elles ne sauront pas comment gérer. Ça, c'est un élément. L'autre élément est que les jeunes entrent en activité sexuelle un peu tôt. Alors, ces jeunes-là qui connaissent des activités sexuelles tôt, qui ne maîtrisent pas leur cycle menstruel, ce sont des jeunes qui tombent enceintes à tout moment. Et lorsqu'elles sont enceintes, elles vont aller avorter quelque part et c'est là où elles vont perdre leur vie. Comme à Kisangani, dans la province de la Tchopo, nous avons environ 13% des décès des femmes qui meurent de cause des complications, des grossesses et surtout des avortements. Alors, si la fille connaît ses cycles, son cycle menstruel plutôt, elle saura comment elle va se discipliner pour gérer ses cycles. Voilà un peu les mots de la fin que je voulais laisser,
des devoirs pour les parents, que les jeunes aussi puissent être souples pour respecter les conseils que les parents vont leur donner. Ma soeur, je vais expliquer ce message avant de partir. Il y a une personne qui nous a écrit, c'est Alingala, bien sûr, mais on va le dire. Elle dit c'est... On ne doit pas les garder à la maison. Pourquoi? C'est parce que le sang, il faut retenir que le sang, c'est un bon millier de cultures de microbes. Makila eza esika moko microbe alingaka mingi. Soka fandi wana akobota maisusu mingi. Alors, la bande là est garde pour être utilisée, je ne sais pas, elle peut s'infecter à travers ces bandes hygiéniques. C'est pour cela qu'elle-même d'abord, elle doit être propre, c'est-à-dire, lorsqu'elle a ses règles, elle a droit même d'échanger ces bandes hygiéniques 3, 4 ou 5 fois par jour. Et lorsqu'elle change, dès que cette serviette est essuyée et mouillée par le sang. Merci de nous avoir vraiment écrit cette question. Si la technique peut nous aider à afficher les numéros, peut-être les autres en auront encore besoin. C'est les 82 27 55 54 0. Et ma sœur a dit que le bangwa a donc au son de la moine à cantine et ça l'aurait noté. Les appels que aux en belé. C'est juste que sungaye azala na moi notion ya hygiène wana mablo ne intimité à qui moi si moi savon nga pour lui montrer que les sous-vêtements c'est personnel. Et surtout, il faut que photo lobela balingi ko defa na ba classe déjà na ndako bike oyo basala la bango mutuye moko akozwa ya muninga te. Merci beaucoup cher abonné pour la question. Merci beaucoup à la sœur Thérèse Mokaria d'avoir répondu à notre invitation, mais on va départir, il faut dire aux abonnés aussi Toto Sana. Ça c'est un prix des Kawali Solo. Est-ce que la sœur peut dire Toto Sana aux abonnés? Il faut aimer ça. Toto Sana. Toto Sana les abonnés. Voilà. Merci beaucoup. On va libérer la sœur Mokaria. Pendant ce temps, j'invite maman Micheline à nous joindre de l'autre côté. On va faire cet échange. Ma sœur, comment vous êtes libre de partir? S'il y a des questions qu'on va encore recevoir, sûrement, on sait que Kabali Solo, avec le directeur America Bongo, va encore organiser cette table ronde ou ces salons d'échange pour vous inviter et en parler cette fois-là. Je sais que vous serez totalement disposés. Merci beaucoup et bonne suite de la journée. Voilà, est-ce que vous pouvez retirer la sœur le micro, ma sœur? Merci. La sœur va partir, maman Micheline. 82. Allez. Merci d'être venue, ma sœur. 82 27 55 54 0. 82 27 55 54. Bye bye ma soeur Thérèse. Bienvenue maman Micheline. Oh, ma soeur Thérèse Mokaria, au revoir. Bienvenue maman Micheline. Caribou, je vous ai privé la parole depuis le début. Depuis le début de cette émission. Allez chez ma soeur, alors vous allez trouver ce genre de collier. On va vous les disponibiliser, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Surtout pas messieurs P. Abonnez à Kabali Solo Mibali. Boto, ça peut pas la base. Tu peux aussi aller suivre les enseignements, ça va te permettre de suivre la santé reproductive de ta femme. Maître Micheline, Karim, bonjour. Bonjour. Priez à vous présenter, s'il vous plaît. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Moi, je réponds au nom de Maître Abizali Mousseng et Micheline. Je suis avocate au barreau de la Choco. J'ai mon numéro ONA, c'est 2658. Je suis aussi l'épouse d'un militaire. Ça Je suis mariée à un colonel. Il est à l'Itourie présentement pour des raisons de service. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Maître Micheline. Je suis ici à ma droite avec Maître Micheline, à ma gauche avec Maman Claudine Bella. On va poursuivre d'abord avec les sujets que nous étions en train de parler. Maintenant, là, je vais partager l'expérience des femmes fortes de cette province. Maître Micheline, en tant que mère, comment avez-vous vécu vos cycles menstruels au fil des années, notamment après la grossesse, avant l'accouchement? Comment ça s'est passé? Quand d'abord j'étais jeune fille, j'ai souffert régulièrement des périodes. De temps en temps, je vomissais, j'ai dormi pendant une semaine. Moi, je supportais
pas d'avoir mes règles, mais Dieu aidant, quand je suis allée me marier, quand je suis entrée dans le ménage, ça a diminué un peu. Je commençais maintenant à totaliser 3 jours et ça ne faisait pas. Et Madame Albertine, avez-vous vécu aussi Madame Claudine plutôt, avez-vous vécu aussi... Ah, excuse-moi, Maman Albertine devrait être ici, elle me manque énormément. Elle devrait être avec nous, mais elle est empêchée. Maman Claudine, avez-vous aussi vécu quelques difficultés particulières liées à votre cycle menstruel? Vous l'avez dit, mais si vous pouvez aller encore un peu à l'âge. Non, je pense que j'ai répondu à cette question. Mon cycle était de 32 jours. C'était le cycle long. J'avais un cycle de 32 jours. Et chaque fois, j'avais des douleurs atroces. Si bien que des fois, ça m'empêchait même de travailler. Et j'étais obligée d'aller à l'hôpital pour me faire injecter la papilline. C'est moi, après avoir reçu la papilline, que je ressentais un soulagement. Ce qui est vrai, c'était vraiment embêtant que chaque mois, que j'aille à l'hôpital et que tout le monde sache que j'ai mes règles. C'était embêtant. Mais au fil du temps, j'ai fini par comprendre que c'était normal. Et en tant que femme, je ne pouvais que passer par là parce que chaque femme a ses vérités, ses exceptions aussi. Alors c'est bon, je trouvais ça normal et que bon, ça a continué jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça s'est stabilisé. Donc, avez-vous eu l'occasion d'aborder ces genres de sujets avec vos filles à la maison ou d'autres filles et lors des conférences ou de partager ces expériences? Oui, parce que vous voyez, quand moi d'abord j'étais encadreur des enfants Kizito-Amarité et avec la fonction Luanga Kaena. Et nous nous occupons, c'est une fonction qui s'occupe de l'éducation civique, morale, intellectuelle, tout. Donc, il y a des fois où j'ai changé avec ces enfants qui étaient déjà en âge de voir, qui entraient dans l'adolescence. Et je leur parlais du cycle menstruel et aussi ma présence comme actrice de la société civile dans plusieurs de mes interventions, je fais aussi allusion à ça parce que ça fait partie de la vie et ça fait partie des droits humains. Moi, ce n'est pas une question taboue de non, ce n'est pas une question, c'est une question des droits humains. La femme en tant qu'être humain a des droits. Le droit à l'information, le droit à la santé, tout ça. Et comme c'est un aspect aussi de la santé de la femme, donc je fais toujours allusion à ça parce qu'on ne veut pas que la femme ou la jeune fille soit violentée tout simplement à cause de ses menstruations. Maître Micheline, de votre côté, avez-vous du temps pour échanger avec les filles à la maison, les femmes juristes de ce sujet? Moi, j'ai eu la chance d'avoir au moins 5 filles. Ok. Sur 6, il n'y a qu'un seul garçon. En tout cas, chez moi, la maison, ce n'est pas un tabou. On essaie de causer, de faire l'échange concernant le cycle mensuel, concernant les règles, tout ça. Alors, il y a de mes 2 filles qui voulaient à tout prix être habituées à prendre les médicaments Ibucap forte. Moi, je suis allée avec les 2 filles chez un médecin. Ces médecins-là leur avaient interdit, leur avaient dit que c'est mieux d'utiliser au moins les papéperines, comme maman Claudine a dit, que d'utiliser le Ibucap forte. Donc, c'était à chaque fin du mois, à chaque mois, elles achètent le Ibucap forte pour garder dans leur valise et commencer à utiliser ça. Alors, quand ils ont eu le conseil concernant le médecin, ils n'utilisent plus le Ibucap fort, ils utilisent seulement papa. Mais ça va pour le moment. D'accord.
Comprenez, chers abonnés, ici nous sommes à l'étape de partage d'expérience avec nos deux mamans. Une question est posée à nos deux invités. Alors, la question suivante est celle-ci. Pensez-vous que les tabous autour des règles persistent encore aujourd'hui dans nos familles ou dans la communauté? Donc on en parle partout, même le papa paye dit ça à ses filles, c'est pas vraiment un charge. De votre côté, madame, toujours sur le terrain, dans des milliers, je peux dire que dans plusieurs milieux maintenant, ce n'est plus un tabou. Parce que c'est la conséquence aussi d'une forte sensibilisation. Hein. Mais il y a dans certains milieux où c'est encore un tabou, mais c'est minimisable et nous devons, c'est vrai c'est minimisable le taux, mais nous devons prendre ça au sérieux parce que notre objectif c'est zéro humiliation, zéro tabou. Zéro humiliation, zéro tabou. Si on veut atteindre l'objectif de zéro, il faut continuer à renforcer la sensibilisation, la conception, que les parents en parlent, surtout les hommes et les garçons qu'ils en parlent, qui trouvent ça comme un fait normal. Parce que dans la famille, on a des enfants garçons et des enfants filles. Ils sont obligés de vivre ensemble. Et il faut qu'ils se connaissent les uns les autres. Et défendre aussi les droits des uns et des autres. Notre objectif, c'est zéro tabou, oui, zéro tabou, zéro humiliation par rapport aux menstruations. Donc la lutte continue. Oui. Aussi longtemps qu'on n'a pas encore atteint le niveau zéro, nous continuerons à lutter. Si un abonné peut nous laisser un commentaire en écrivant zéro humiliation, zéro tabou, on va comprendre vraiment que le message a été bien retenu. Alors, si on peut revenir sur la question qui a été posée à la sœur tout à l'heure, que cette femme a présentée par rapport à l'hygiène de son enfant à la maison. Est-ce que ça vous arrive également de remarquer ce genre de choses dans le foyer pendant la période des règles, que la fille n'a pas bien soigné son corps? Ça vous est arrivé de voir même dans des communautés? Mais nous tous nous sommes passés par là, non? Alors, nous tous nous sommes passés par là parce qu'il fallait que la maman crie. Qu'est-ce que c'est pour là? Ça lave tout ça. Non, ça faisait plaisir de rester un peu ça, de sentir ça. Donc, c'est que nous connaissons cette situation. Et nous vivons ça chaque jour parce que nous avons des filles dans nos maisons. Il suffit seulement de voir la fille passer pour remarquer que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, vous criez, est-ce que est-ce que il faut faire ceci, il faut faire ça. Donc, on essaie un peu. Vous savez ce que la soeur a dit est correct. Une mauvaise hygiène peut provoquer d'autres formes de maladies aussi dans le corps de la femme. Nous avons tout intérêt à nous discipliner et à discipliner aussi nos enfants filles. Donc qu'elles se protègent, qu'elles assurent une bonne hygiène de leur corps parce qu'il en va de leur intérêt. On va lui dire moi c'est chaud. Salité. Moi c'est salité. Toto sana. Moi c'est solo. Moi c'est salité. Vraiment ça ne passe pas. Alors, vous maître. Moi je voulais juste ajouter, c'est que maman petit la vie. Moi j'ai ma fille de 13 ans. Oui. Quand elle a eu ses règles, je l'avais appelée dans ma chambre. Vous savez, si tu ne te laves pas, tu vas les cancers de l'utérus. Si tu ne te laves pas, tu vas commencer à sentir, tu vas commencer à passer comme ça, il y a une odeur nauséabonde et les garçons vont commencer à crier sur toi et c'est pas normal. Oui. Donc quand tu as tes règles, tu dois te laver 3 fois par jour. Le matin avant d'aller à l'école, le soir, dans les après-midi et le soir. Et tu changes de confort pendant 3 fois. Maman, vérité. Est-ce que ces principes-là de se laver 3 fois par jour ici, par exemple, non, il faut insister sur ça. Il faut vraiment insister. Même 2 fois par jour. Il faut insister. Si ça ne tient pas pour 3 jours, pour 3 fois par jour, 2 fois ça peut. Voilà, il y a des commentaires. Si l'ingénieur Eric peut nous lire, parce qu'il
ici la connexion pose un peu de difficultés dans les téléphones. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Il y a un garçon qui a écrit Baside Bajo violé Bisso na balabala compte tenu à Babiema na Bango. Ça vraiment, on vous retient encore, on va répondre à cette question quand on va aborder les sujets. Je vous rappelle que Madame Claudine, elle est là en charge du droit des hommes. Alors quand on va aborder ces sujets avec la juriste également, sûrement on va en parler. Permettez-nous d'abord de clôturer cette étape avec les jeunes filles, mais également les adolescents. Ma question est celle-ci. Comment les jeunes, les garçons peuvent accompagner les femmes pendant la période de la masculine? Est-ce qu'ils peuvent également avoir cet accompagnement psychologique ou même physique? Ça va se passer comment? Est-ce qu'il peut avoir l'accompagnement des hommes pendant la période où la femme est en train de voir ses règles? Dans le cadre du ménage, oui, à la maison, au foyer. Ah oui. Bon, au foyer d'abord, il faut dire à ton mari que je suis dans la période. Peut-être qu'il peut te demander ton corps. Pendant que tu es dans cette période, là, si tu ne l'as pas informé, il peut venir brusquement, ce qui n'est pas normal. Il peut t'accompagner quand tu es, par exemple, nerveuse. Des fois, ça crée la nervosité et des fois, ça crée une maladie. Quand il constate que tu es malade, tu ne te sens pas bien, il peut vraiment t'accompagner, il peut aussi t'aider dans les ménages, il peut même laver l'enfant. Aider vos femmes dans les ménages, c'est pas un péché. Est-ce que maman Claudine, est-ce que Dieu a dit que oh, ça là, oh, c'est pour la femme, ça c'est pour l'homme? Bon, la répartition des responsabilités des tâches ménagères incombe aux deux partenaires. Tout dépend aussi de l'éducation que nous avons reçue dans nos familles respectives. Parce que, par exemple, dans ma famille, notre maman, nous étions 2 filles et 5 garçons. Je vous dis que les garçons s'est préparés, mes petits frères sont des bons cuisiniers. Ce sont des excellents cuisiniers du monde. Ils sont tous mariés, mais je vous dis, ils préparent très bien. Tout simplement parce qu'ils ont appris ça à la maison. Je suis de la tribu Boa. Chez nous, la pâte d'arachide, c'est notre utile de chaque jour. Et pour les autres, et mes petits frères connaissent ça, même jusqu'aujourd'hui. Ils connaissent très bien préparer, c'est parce qu'ils ont appris ça, maman nous a appris ça. Donc il n'y avait pas de différence entre les garçons et nous les filles. Même quand j'ai fini les études, j'ai appelé mes petits frères pour me rejoindre à Kisangani. Moi je quittais la maison le matin pour rentrer la nuit. Et en tant qu'étudiant, ils préparaient. Donc, tout dépend de l'éducation qu'on a reçue à la base. Parce que si déjà au niveau de votre famille, on vous a appris à préparer, à assumer certaines tâches ménagères, tout ça, même à l'âge adulte, même si vous êtes président de la République, vous le ferez dans votre maison. Donc c'est un problème d'éducation. Bon, maman Claudine, je vous pose cette question en tant que la femme qui milite pour les droits de l'homme et de la femme également, et vous en tant que juriste maître. Alors, aller vers sa femme pendant ces périodes de règles pour les femmes mariées, est-ce que c'est abuser de la femme? Est-ce que c'est une forme de violence? Juridiquement, il n'y a pas de loi. Donc, ma période, moi, c'est mon makida naye. Moi, on va aller demander rapport sexuel. Parce que c'est zéro tabou. Objectif zéro tabou, zéro humiliation. Zéro humiliation, zéro tabou. Donc, pourquoi vous allez humilier? Vous n'avez pas l'obéla qui a monté dans la sur le toto ça. Maman, pour vous, en tant qu'une femme qui milite pour les droits de la femme.
Bon, je reviens encore sur ce que j'avais dit. Les rapports sexuels, c'est le consentement entre deux partenaires. Ok? J'insiste sur le concept de consentement. Je pense que vous m'avez compris. On a très bien compris. J'insiste sur le concept de consentement. S'il y a consentement entre deux partenaires, Ça ne dérange il n'y a pas de problème. Donc, il revient aux partenaires de décider si pendant les menstruations, ils peuvent se connaître, comme on a toujours l'habitude de le dire. Donc, s'il n'y a pas consentement de l'une des parties, c'est à ce moment-là qu'on peut parler de violence. Mais aussi longtemps qu'il y a consentement, Comme moi aussi, j'insiste sur le consentement. S'il y a consentement, là, ça passe. S'il n'y a pas consentement, ça devient viol. Parce qu'il n'a pas consenti à poser cet acte. Vous l'avez imposé ta ligne de conduite. En imposant cette ligne de conduite, c'est vraiment le but. Moi, je me demande, la période où vous avez sûrement vu les règles, est-ce qu'il y avait des bandes hygiéniques? il n'y en avait pas. Les bandes hygiéniques à usage unique. À usage unique. À usage unique, il n'y avait pas tellement. On utilisait des morceaux de tissu, très propres. Parce que moi, c'est ce que j'ai utilisé. D'ailleurs, ce sont les religieuses qui m'avaient donné ces morceaux de tissu blanc très propres, je vous dis. Et lorsque je finissais, je lavais ça à l'eau chaude avec l'omo. J'étalais au soleil. Et c'est ça aussi le problème. Heureusement, vous avez posé cette question. Les gens pensent que quand on voit ces règles, on doit se cacher, on doit cacher tout, même les serviettes. Non, les serviettes hygiéniques, il faut cacher ça sur le lit. Non, il faut les étaler au soleil parce que les rayons solaires ont aussi des effets sur les tissus. Ça tue les microbes. Oui, ça tue les microbes. Mais tant que vous avez la règle au soukoli, au tien au soukoli na se ambedo. Aux open dans ma microbe, il faut au tien à moi et kamuki, au repasser à moi, au bombi malam, au bombi. Un message. Oui, là où il n'y a pas de serviette hygiénique et à usage unique, vous utilisez ce tissu-là. Il y a kitoko, il y a pembe, ils ont du coton, le coton, moi, voilà. Vous savez, au soukoni, au kitoko, c'est pourquoi maître Micheline il faut se laver 3 fois par jour. Aux autres, le matin, tu te laves, tu tiens une serviette hygiénique, ok. Tant aux autres, 12h30, 13h, 14h, tu te oye au soukoli au wana, au tien la katianini ya soya bouquet. Tant au soukoli ya makila nyoso elongwe, au sein na maya moto na savon ya omo penza litoko, autant au tien on a muta koye makuta kate kezali serviette hygiénique. Aussi, les cas qui auraient passé aux gens ici en la valise pour poser là, moi, mon sous. Et d'ailleurs, moi, je préfère à ce que l'utilisation de la bilama, on a des pour moi. Parce que bon, ces bandes hygiéniques à l'usage hygiénique, ce sont des produits plus chimiques. Et ça, la conséquence, c'est pour l'organisme et la vie. La serait partie et pourrait nous en dire plus. Nous, on avait eu la chance d'étudier à l'internat. Nos sœurs, les sœurs médecins d'école, ils amenaient tout un tas de bandes hygiéniques. Ils ont déjà dit ça très propre là, ils faisaient ça dans les sachets. Quand il y a des règles, tu partais directement chez la chargée de discipline pour récupérer. Et il avait ça proprement parce qu'on voulait vérifier si il avait ça proprement. Donc, le fait d'utiliser ces conforts ici, moi je ne vois pas que les filles sont devenues tellement propres par rapport à notre époque. Par rapport à notre époque. Et Maître Micheline a dit que l'utilisation de la bande hygiénique n'a plus dans Mikolo, ce n'est pas la propriété.
Que pensez-vous? Laissez-nous un petit commentaire. Alors, un mot de la fête de part et d'autre, pour tous les cas, on a des sujets qui nous concernent vraiment, donc le dirait étape pour partager d'expérience. Moi, je crois que nous devons encore une fois insister sur le fait que quand il y a des règles, tu dois te sentir à l'aise. Il ne faut pas t'énerver pour ça. Il ne faut pas refuser de faire le travail parce que tu as tes règles et tout ça. Mais si tu es seul dans ta vie conjugale, tu ne vas pas préparer parce que tu as tes règles. Non, tu vas pas parler. Donc c'est pour dire aux jeunes filles, c'est pas une faiblesse. C'est pas une faiblesse, c'est pas une maladie, c'est normal, c'est naturel. Comprenez ça comme ça et faites le travail comme il faut, même si vous êtes dans les périodes. Okay. Faites le travail comme il faut, même si vous êtes dans vos périodes menstruelles, Maman Claudine. Le mot de la fin par rapport à cette partie, je dois dire que sentons-nous fiers d'être nés femmes. C'est ça. Sentons-nous fiers. Les règles sont une partie de notre existence. Alors nous devons nous sentir fiers de ça. Nous sommes la meilleure créature de Dieu. À travers les règles, moi je remercie Dieu pour m'avoir créé femme. Oui. Et je n'envie pas les autres. Voilà. Chers internautes, chers abonnés de Kabali Solo, chers followers et partenaires de Blanche Info, nous poursuivons cette émission, cette fois-ci pour ne plus parler de comprendre et calculer les cycles menstruels, mais s'il y a vos questions qui nous parviennent, on va tout de même répondre à ces différentes questions, mais cette fois-ci nous allons parler du thème retenu pour célébrer les activités des 16 jours d'activisme édition 2025. Le thème est ceci, je cite, « Tous unis pour mettre fin à la violence numérique contre les femmes et les filles ». C'est ça le thème qui a été retenu cette année. Alors, je vais commencer avec Maître Micheline. Qu'est-ce que nous pourrons retenir de ce thème? En tout cas, ce que nous pouvons retenir de ce thème, nous devons d'abord savoir l'ordonnance du code numérique. C'est les 023 par 010 du 13 mars 2023. Si vous pouvez répéter. Donc, nous devons tenir d'abord compte de cette ordonnance loi du code numérique 023 bar 010 du 13 mars 2023. Et dans cette ordonnance, nous allons tenir compte de deux articles seulement. L'article 358. Dans cet article 358, c'est quand quelqu'un intimide, harcèle une personne à l'Internet. Et quand il fait ça, il est puni de 2 ans et avec une amende, paiement d'amende. Là, on n'a pas précisé l'amende, mais ça dépendra aussi des ultimes convictions du juge. Maintenant, on part aussi à l'article 360 du Code numérique de cette ordonnance loi. Dans cet article 360, c'est quand vous vous permettez de diffuser une fausse information à l'égard d'une personne pour le minimiser, pour le dénigrer, pour faire quoi. Là aussi, on est puni de 6 mois de servitude pénale principale et paiement d'une amende. Donc, la diffusion d'une fausse information sur la personnalité d'une personne, permettez l'éthologie, donc c'est punissable de 6 mois de prison par mois. Oui. Alors, moi j'étais très contente quand Madame la journaliste avait dit que nous allons essayer de parler sur les cyberviolences numériques. Je me suis dit, cyberviolence numérique, c'est quoi? Bon, je n'ai jamais vu un cas dans ma vie professionnelle de ces cyberviolences numériques. Mais je me souviens qu'il y a une amie qui avait eu ces cas, mais elle n'avait pas dénoncé parce qu'elle ne connaissait pas cette ordonnance-là. Mais présentement, comme nous connaissons maintenant cette ordonnance
tu vois. Nous pouvons aussi la mettre en pratique et aussi porter plainte contre ces malfaiteurs afin qu'on puisse les sanctionner et qu'ils puissent cesser avec ces mauvaises habitudes qu'ils ont en train qui a élu domicile dans notre communauté et dans la province de la Tchoko par exemple. Madame Claudine Bella, pouvez-vous nous parler de votre engagement dans la société civile et ce qui vous a poussé à vous mobiliser pour les droits de l'homme et de la femme en particulier? Mon engagement ne date pas d'aujourd'hui. Je vous l'ai dit déjà quand j'étais à l'école secondaire. Au niveau de la paroisse, j'avais des responsabilités pour encadrer les enfants qui hésitent à Noirité. Et quand je suis arrivée à l'université, j'étais même chef de promotion, en troisième graduée et en licence. Mais ce qui avait attiré mon attention, c'est lorsque j'ai été invitée dans une activité des droits de l'homme. Et je suis intervenue dans cette activité-là. Et c'est comme ça que les organisateurs se sont joints à moi et m'ont approché pour me demander si je ne pouvais pas œuvrer dans leur structure. C'était les amis de Nelson Mandela. C'est comme ça que je suis entrée. Et en intégrant le monde associatif, et surtout dans la thématique droits humains, c'est parce que je voyais beaucoup d'injustices. Beaucoup d'injustices à l'égard des femmes, des filles. Vous savez, même quand bien même j'étais chef de promotion à l'université, il y a des garçons, il y a des collègues qui ne croyaient pas en moi. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Et ça a continué même dans la société civile. J'ai été combattue par mes propres frères de la province orientale. Qu'est-ce qu'elle connaît? Qu'est-ce qu'elle va raconter? Voilà, elle alors je me suis dit non. Parce que s'il y a des hommes qui défendent les droits humains, pourquoi pas aussi la femme qui doit défendre les droits humains? Et c'est comme ça que je suis entrée dans les amis de Nelson Mandela. Nous avons évolué. Après, j'ai quitté, j'ai créé une association spécifique des femmes, une association féminine des droits humains. Tout ça, c'était pour corriger un peu certaines erreurs que j'avais trouvées, que j'ai trouvées dans les associations dirigées par des hommes. Parce qu'on ne vous trompe pas, en tant qu'être humain, nous avons des qualités mais aussi des défauts. Alors pour corriger ça, je me suis dit non, il faut que je mette en place aussi une structure de femmes. C'est comme ça que j'avais créé le Centre d'éducation et de recherche pour les droits de femmes qui regroupait des jeunes filles qui venaient de terminer leurs études à l'université, tout ça. Et on a évolué ensemble jusqu'aujourd'hui. Donc c'est que ce qui m'a poussé à intégrer le monde associatif, surtout cette thématique-là, c'était la souffrance des autres. La souffrance des autres et aussi une façon de dire aux gens que la femme est un être humain, comme tout autre être humain, et elle mérite respect, elle mérite considération. Et moi, en tant que femme, cadre universitaire, on connaît quand même mon cursus universitaire, donc je suis à mesure aussi de faire quelque chose, de faire entendre ma voix pour que les droits humains soient respectés. C'est comme ça que je me suis engagée dans cette thématique. Je vous dis que c'est pas facile. Jusqu'aujourd'hui, c'est pas facile. Il y a des humiliations, il y a des menaces qu'on subit, mais bon, on tient bon. On tient le coup. Maître Micheline, pensez-vous que les femmes et les filles de la Tchoko en particulier sont suffisamment informées sur leurs droits face aux violences? En tout cas, moi, présentement, je sais qu'elles ne sont
pas tellement formés, sensibilisés. Mais comme nous venons de voir que cette violence numérique est tellement capitale, nous devons ensuite mener des recherches et mener aussi de sensibilisation dans des milieux scolaires, dans des communautés, dans des églises, afin que tout le monde sache que ces violences numériques font partie aussi des quelqu'un commet ça, il doit être sanctionné conformément à la loi. Parce qu'on dit, nous c'est de l'aide. La loi est dire, mais c'est la loi. On doit les sanctionner sévèrement afin qu'ils puissent cesser avec ces mauvais actes. D'accord. Alors, maman Claudine, comment avez-vous appris ou à quel moment avez-vous appris ou prendre conscience de l'ampleur des violences numériques que fait la femme dans la société? D'abord, il faut savoir que la violence numérique est un grand virus qui ronge l'humanité actuellement. C'est un grand virus. Et si on ne fait pas attention, on risque de vivre des situations catastrophiques. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, déjà en 2008, j'ai vu des femmes victimes de violences numériques. Au niveau des cybercafés, oui, j'étais dans un cybercafé à Kinshasa. J'ai vu des choses horribles. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Peut-être ça a pris de l'ampleur avec les réseaux sociaux, mais au moins la violence numérique existe depuis bien longtemps. Parce que l'objectif de la violence numérique ici, c'est pour humilier, c'est pour intimider, menacer, manipuler, contrôler, et puis sentir les personnes. Voilà. Même pas de ton pouvoir. Non. Vous avez vu les dernières images. Oui, c'est ça. Vous voyez. Donc on ne tient pas compte de votre rang social, de votre statut. On ne tient pas compte de ça. Donc le but c'est pour nuire, c'est pour humilier, pour menacer, pour intimider. Malheureusement, ce sont les femmes et les jeunes filles qui tombent, qui sont les premières victimes de cette violence. Mais pourquoi donc? D'abord à cause de leur vulnérabilité et aussi à cause de leur ignorance. Le terme ignorance, c'est un peu trop fort. Négligence. Voilà, c'est le terme. À cause de leur négligence. Ouais. Elle pense qu'elle trouve certaines situations normales alors que ce sont des situations anormales. On peut ajouter aussi l'imprudence. Qu'il faut dénoncer la négligence, l'imprudence, tout ça, c'est ce qui justifie aujourd'hui la violence numérique à l'égard des femmes et des jeunes filles. Alors, Maître Micheline, vous avez sûrement évoqué des lois ici qui protègent l'homme et la femme face aux violences numériques. Alors, ma question est celle-ci, est-ce que cette loi est applicable? On va mettre en application parce que c'est déjà sur terrain, c'est déjà sur... c'est déjà en ligne. Ça juste des crimes. Oui, c'est déjà en ligne. Normalement, on doit mettre ça en pratique. Là, je demanderais maintenant aux acteurs politiques, judiciaires et policiers de mettre ça en pratique. S'ils mettent ça en pratique, là, les malfaiteurs auront peur de commettre ces infractions. Alors, Madame Claudine Bella, quel type de violences numériques sont les plus fréquents dans notre communauté? Il y a plusieurs. Il y a le harcèlement en ligne. Surtout ça. Le harcèlement en ligne, beaucoup sur Facebook, sur TikTok, vous qui aimez toujours les Facebook, TikTok, tout ça, WhatsApp. Il y a le harcèlement en ligne, il y a l'usurpation d'identité. Oui. Beaucoup de gens utilisent l'identité d'autres personnes. Pour soit arnaquer, soit menacer. Heureusement, il y a des gens qui sont devenus aussi prudents. Ils vous disent non, mon compte vient d'être piraté. On utilise ma photo, dans tel compte. Donc il y a cette usurpation d'identité,
la diffusion des images intimes des gens. Hein, vous avez vu dernièrement ici où une autorité a été vraiment mal traquée sur les réseaux sociaux. Et à ce qu'on ajoute l'intelligence artificielle. Oui, on a utilisé ces images intimes, mais sans son consentement. Il y a aussi les sextorsions. On appelle les sextorsions. Donc, on vous menace de publier vos images, moyennant quelque chose comme ça. Donc, ce sont ou pas, il finit tout de même par publier. Donc, ce sont des cas que nous connaissons. Même aussi au niveau des réseaux sociaux, il y a un autre type de violence numérique, les discours à la haine. Hein? Les discours de haine, donc ici, il faut retenir, chers abonnés, que les violences numériques ne sont pas seulement la publication des nudités. Non. J'aimerais que maman insiste vraiment là-dessus. Il n'y a pas que la publication des nudités. Il y a la violence de haine qu'on propage sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une violence numérique. Hein? À partir d'un mot, ça peut embraser tout un village, ça peut créer un conflit entre communautés au niveau des réseaux sociaux. J'ai parlé ici de la diffusion des images, l'usurpation d'identité. Moi, je m'appelle Claudine Bella. Quelqu'un qui n'est pas Claudine Bella utilise ma photo, utilise mon nom sur les réseaux sociaux. Oui, on le fait foi. Et il arnaque les gens. Pour votre information, moi je n'ai pas de compte Facebook. Je l'ai fait sciemment. J'ai fait sciemment de ne pas créer un compte Facebook. Tout simplement parce que il y a des personnes moins sérieuses. Ils peuvent utiliser votre photo, votre identité pour faire du n'importe quoi en votre nom alors que ce n'est pas vous. Donc voilà plusieurs types de violences. Et les femmes et les filles se laissent aussi avoir. Elles se laissent arnaquer par ces gens. Je donne l'exemple d'un message qu'on reçoit souvent dans nos téléphones. Madame Sirène. Ah, de toute façon, elle m'a embellé cette dernière temps. Je la cherche derrière. Madame Sirène. Est-ce qu'il y a dedans quelqu'un? Elle s'appelle Madame Sirène. Madame Sirène, c'est un mais souvent, elle vous promet 650 000 $. 950 000. Tout le monde et les gens se font arnaquer comme ça. On dit ce que Sakani Tokobomayo. Donc, et les gens croient à ça. Donc, ce sont des situations que nous avons beaucoup de fois. On vous promet même les mariages. C'est ça. Et comme c'est les on vous harcèle, on vous humilie et vous vous laissez entraîner. Donc, c'est pourquoi. Merci beaucoup parce que le thème de cette année, c'est sur la violence numérique. Mais je vous dis que la campagne ne s'arrête pas seulement aujourd'hui. Nous devons continuer parce que la sensibilisation doit être permanente. L'éducation civique doit être permanente parce que nous visons vraiment le changement des comportements. Quand tous la cacate que non bon, 16 jours, mais tout ça chaque jour, chaque heure, à chaque moment, nous devons en parler. Donc, s'il faut dénoncer, nous dénonçons. S'il faut réprimer, on réprime. Parce qu'on ne peut pas vivre dans une société où mes pères sont athées, mes pères sont là, et puis tout ça. Mon père, il faut ça de la m'appelle au lait et c'est bien. Lorsqu'on doit réprimer, il faut qu'on réprime un vrai criminel. On ne réprime pas un innocent. Les problèmes peuvent nous soucier et ça cette réponse-là me pousse à demander à Maître Micheline comment les autorités policières, judiciaires réagissent face à des plaintes comme ça. Quand il y a par exemple des plaintes de violences numériques, que d'abord que ces policiers-là soient formés, concernant cette violence numérique. S'ils ne connaissent pas,
s'il n'a pas de base solide concernant cette violence numérique, ne saura pas si cette plainte c'est pour la violence numérique ou plainte normale. Donc on doit les former, ils doivent être sensibilisés. Donc il faut beaucoup de choses, des formations, il faut faire intervenir d'autres acteurs dans les secteurs juridiques. Vous êtes humilié, que dire alors de votre famille? Parce qu'on va commencer à doiter votre famille. Et si vous êtes quoi fulani, vous dites que moi, je suis à la télévision, c'est que ça devient une chanson pour la communauté. Partout où vous passez, on vous doit. Vous serez victime de la stigmatisation et même de la discrimination. Parce que ici, quand vous comment on appelle vous voyez un peu ce que ça crée dans le mental de la victime. Ouais. Alors, quelles sont les actions que vous menez dans vos organisations de part et d'autre pour sensibiliser la communauté à ces sujets? De toute façon, nous, par exemple, dans l'AM, Association des épouses communautaires, ils ont déjà programmé pour sensibiliser sur les violences numériques. Parce que la plupart des épouses militaires, ils ont dit qu'ils ne connaissent pas ça. Et d'autres personnes aussi ne savent pas manipuler aussi les téléphones. Si on peut essayer de leur expliquer si cyber-violence numérique c'est quoi, et ça concerne quoi, et quelles sont les conséquences et les avantages. Et dans votre organisation des femmes avocates? Dans notre organisation des femmes avocates, je crois que la semaine prochaine, Maître Lauriane, dans notre association des femmes avocates du Congo, elle a déjà planifié pour sensibiliser les autres avocates concernant les violences numériques. Bon, j'ai plusieurs casquettes. Il fallait commencer Maman Claudine, parlez-nous de vous dans 30 secondes. En tant que défenseur de droits humains, je suis la coordonnatrice provinciale de la Commission nationale des droits de l'homme, point focal du mouvement Rien sans les femmes, et j'encadre aussi des jeunes femmes leaders dans le programme Chilit, qui est mis en œuvre par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux AFS. Donc, dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, parce que la violence numérique y fait partie, donc nous sensibilisons la communauté pour un changement de comportement. Nous accompagnons les victimes. Ceux qui, comme Maître Micheline Nazan, de la Kababa. Donc vous travaillez en collaboration? Oui, nous travaillons en collaboration avec les cabinets des avocats, parce que ce sont les avocats qui nous aident. Au biso tongana kwa kuzoato j'étais dans la canette mais on a beaucoup de femmes de l'année. Et chacun réagit dans son secteur. Oui, nous envoyons les victimes auprès des avocates pour que Bazope Toli. Parce qu'il faut, c'est vrai que on a un niveau de justice, mais il faut aussi, on appelle avocat conseil, c'est le conseil. Le rôle n'a pas été au conseil. Il faut être au conseil à la victime. Parce que les conseils ici, c'est en amont et en amont. En amont, c'est dans le cadre de la prévention. Il faut prévenir. Quels sont les comportements susceptibles d'entraîner la violence numérique? Donc il faut travailler sur ça. Il y a certains comportements où je sens que la victime de la violence numérique. Entre autres, mauvaise utilisation de la chombo. Chombo, tout ça, c'est la
tout ça de la banque pour la ligne. Objectif. Voilà. Parce que moi, mon téléphone, c'est pour chercher les appels à projet. C'est tout comme ça. Na sali ni projet na ce qui na l'homme. Na sali activité et je me retrouve aussi dans cette activité. Vous voyez? Quels sont vos canaux habituels de communication? Les médias. Nous utilisons les médias. Chaque fois, je reçois des journalistes dans mon bureau. Même le programme Tufaulu Pamoja qui est mis en œuvre par le mouvement Rien sans les femmes, avec l'appui financier de l'ambassade de Suède via CAFOD. Donc nous organisons des activités allant aussi dans le sens de la lutte contre les VBG. Et l'activité de la promotion, il y a participation politique des femmes. Parce que du côté qu'on appelle les femmes politiques qui traversent des périodes difficiles à parcours là-bas. Alors nous les aidons aussi à lutter contre les violences basées sur les genres dont elles sont victimes. Parce qu'elles racontent beaucoup de choses. Est-ce que ça vous arrive de sensibiliser les plateformes numériques par rapport au contenu qu'ils laissent, que ça soit publié, ou bien le fait qu'ils n'ont pas d'adresse physique, c'est aussi un problème? Oui, c'est ça la grande difficulté. Deux fois, lorsque nous tombons sur certaines informations sensibles, tout ça, nous essayons d'entrer en contact avec la personne qui l'a posté. Moi, je suis membre de plusieurs groupes WhatsApp. Deux fois, je ne réagis pas. Je lis, je sais que bon, dans tel groupe, on a écrit ceci, on a écrit cela. Et s'il y a des informations sensibles, hyper sensibles, je joins la personne inbox. Je dis, bon, c'est comme ça que je m'exprime souvent. Bon, tiens, on a le Molango. Je lui écris inbox. Le Molango. Vous remarquerez, c'est moi qui est dans le forum, comme ça on a les mêmes messages. Donc c'est comme ça que nous agissons. Mon message ça peut inciter à la haine, à la violence, le mot langue. Donc les surveillants du peuple. Oui, donc c'est ça mon travail aussi en tant qu'institution d'appui à la démocratie. Et des fois j'entre en contact avec les autorités pour dire que non, il y a telle situation, est-ce que vous ne pouvez pas faire ceci ou cela pour que ça nous amène à tel résultat? Voilà, chers fidèles abonnés, dans quelques minutes, nous serons obligés vraiment de clôturer cette très belle émission. Notre souhait est rester là, échanger avec vous toute la journée, mais voilà, il y a beaucoup de choses à faire. On doit devoir libérer nos mamans. Ingénieur Eric, s'il y a des messages là-bas de votre côté, prière nous de dire vraiment parce que la connexion pose un sérieux problème de l'autre côté des abonnés. Maman Claudine, pensez-vous que les lois actuelles en République démocratique du Congo protègent suffisamment les femmes contre les violences numériques? Que faudra-t-il améliorer? En tout cas, nous avons beaucoup de lois. La RDC n'a pas un souci de loi. Nous n'avons pas un problème de loi. Ce qui pose problème, c'est l'application. Tout simplement. Nous avons toutes les lois possibles. Il n'y a que l'application qui pose problème. Si nous arrivons à faire appliquer ces lois-là, nous serons vraiment un véritable état de droit. Parce qu'à un moment donné, on a l'impression comme si la présence des lois sont comme des chiens qui aboient. Et la Ce qui importe ici, c'est l'application des lois et que chaque institution, que chacun fasse correctement son travail et le reste suivra les lois. Maître Michel, moi je crois que notre constitution d'abord de la République démocratique du Congo interdit toute forme de discrimination à l'égard des femmes et des filles. Mais curieusement, par exemple, je peux donner par exemple l'exemple de Mbolé Nibola. Il y a vraiment une recrudescence de la criminalité à l'égard des femmes et des jeunes filles. Maintenant, pour lutter contre ça, nous devons sensibiliser, nous devons aller vers ces victimes-là, les sensibiliser et les faire voir qu'au cas où vous êtes victimisé, il faut porter plainte. Au cas où vous êtes victimisé, il faut porter plainte.
Alors, si ça vous arrive, voilà, vous avez l'occasion de parler aux responsables des plateformes. Par exemple, les responsables de WhatsApp, on vous présente, voici l'homme WhatsApp, voici l'homme Facebook, voici madame Twitter. Quel serait votre message envers ces personnes? Bon, le message, c'est que chacun fasse correctement son travail. Qu'il ne laisse pas passer des messages violents. Donc, il faut réglementer le fonctionnement de toutes ces applications. Il faut réglementer. C'est vrai, on a besoin qu'il y ait beaucoup d'abonnés, de followers, tout ça, mais le contenu, hein? Comme au niveau des médias, vous avez la ligne éditoriale. Qu'on parle aussi de la ligne éditoriale de tous ces médias en ligne, de toutes ces applications. Quelle est leur ligne éditoriale? Donc, qu'on travaille un peu sur ça, je pense que la suite ira de soi. Et ils peuvent aussi tenir compte de leur... C'est ça. Ils doivent tenir compte de ça parce que si tu vas à l'encontre de ces codes de déontologie, on doit te sanctionner. Surtout ça. Mais si on ne les sanctionne pas, et ça continue, et l'autre va voir qu'on n'a pas sanctionné l'autre, on n'a pas sanctionné Maman Claudine, on n'a pas sanctionné Maître Micheline, on n'a pas sanctionné Madame la journaliste blanche, alors moi aussi je peux faire ça. Comme d'ailleurs, j'aime le WhatsApp. Hein. Si vous voulez capturer la photo de quelqu'un, ça refuse. Hein, le profil de l'émission sur WhatsApp. Oui, ça refuse. Oui. Voilà des garde-fous qu'on peut mettre aussi au niveau des médias en ligne. Je pense que ça sera Merci beaucoup, mesdames, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci beaucoup, chers internautes et surtout chers abonnés de Kabali Solo. Je suis certaine que je vais trouver des messages après dès que votre connexion sera rétablie. Et sûrement, nous allons trouver des mécanismes pour contacter Madame Bella Munefisque par interview. Elle va répondre à vos préoccupations, mais également nous verrons Maître Micheline pour répondre à vos préoccupations. Alors, vous avez 1 minute de part et d'autre. Madame Claudine et Maître Micheline. Cette question, je ne manque pas à la poser à chaque fois que je reçois les femmes. Partagez avec nous votre expérience sur la gestion du temps, surtout pendant cette période de fin d'année. Je suis sûre que ça va aider une femme à améliorer son programme sur le plan à la maison, comment se gérer, et comment être mère, une bonne mère alors, par rapport au travail, comment être un bon fonctionnaire alors. 1 minute, au prochain. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire? Une femme doit savoir très bien planifier ses activités, son agenda. Vous pouvez faire beaucoup de choses dans peu de temps. Tout est fonction de la planification. Par exemple, moi, je sais que je quitte la maison le matin, je vais au bureau. Au bureau, je dois aller dans telle réunion, je dois faire ceci, je dois faire... J'ai réussi parce que je programme très bien et je respecte mon agenda. Je sais que de telle heure à telle heure, je peux être à tel endroit. Mais il y a aussi souvent quelques situations, quelques imprévus qui peuvent survenir, mais je sais m'adapter. Je sais m'adapter aux changements et c'est ce qui fait que je sois toujours efficace. Donc la femme doit être adaptable. Il faut savoir s'adapter aux situations, il faut savoir bien planifier ses activités et vous n'aurez pas de problème envers vous-même et envers votre communauté. Surtout un maître avec 5 enfants, un mari militaire. On dit que je m'adapte, ça fait 13 ans que je suis seule avec les enfants. Une fois, on fait des navettes, on part à l'autorité pour faire 2 mois ou 1 mois. Mais comme mère, j'essaie de planifier ce qu'a dit Madame Claudine. Il faut d'abord planifier. Le matin, je quitte, je dois savoir si les enfants auront quelque chose à manger à midi et le soir. J'arrange avec notre domestique, elle fait ça, j'arrive, je mange, je peux manger aussi. J'arrive, je
vois que c'est ok. Tout est correct. Donc l'éducation des enfants pendant votre absence, ça ne cause pas. Non, ça ne cause pas de problème parce que des fois notre domestique elle essaie aussi de lever, pas casser. Quand les enfants sortent de l'école, elles doivent se mettre au lit jusqu'à 15h30. Donc de 13h à 15h30. Après les 15h30, vous pouvez aller jouer. Et une précision, je suis trop curieuse. Je pense que maman Claudine là aussi avec moi, même maman Darsina à la maison, maître avocat, un mari militaire. Alors, ça se passe comment? Est-ce qu'il n'y a pas de bras dessus, bras de fer à la maison? Non. Moi, j'ai eu la chance de me marier à un pasteur. C'est vraiment un bon mari que j'aime bien et j'apprécie. Donc, je n'ai pas de problème comme ça. D'accord. Merci. On va commencer à me taper. Je n'ai jamais eu de gifle, ça fait 20 ans. C'est gentil. C'est wow. Vraiment, nous avions fini cette émission. Nous disons merci à l'hôtel Les Mambo qui nous a accordé son cadre et ça nous a permis d'aménager ce très beau plateau pour vous. Sûrement, vous l'avez aimé. Nous disons merci à Grapef avec Madame Albertine Nikoki qui devrait être là. Elle a vraiment assuré la connexion. Elle a dit, je sais que ces derniers temps, la connexion Orange, Vodacom, tout ça pose problème. Donc, il faudrait une bonne connexion pour bien enregistrer cette émission. Cette émission n'a pas coupé vraiment du début jusqu'à la fin parce qu'on a une bonne connexion. Sûrement, nos abonnés qui n'ont pas eu la chance de suivre vont suivre les lives et vont continuer à commenter. Merci beaucoup à l'ingénieur Eric Miemba avec son assistant Eli. Et ils ont vraiment assuré du côté des Blanches Info ces cadres et ça a été parfait. Merci beaucoup à Kabali Solo avec ses abonnés parce que nous sommes Blanche Abosali, journaliste, reporter chez Kabali Solo et nous avions décidé d'animer avec vous cette émission. Nous disons merci au directeur général de Kabali Solo, Émeric Bongo, mais également à Maître Jean et surtout Jean Lombo. Nous disons merci pour tout ce que vous aviez mis ensemble afin que cette émission soit bel et bien réelle. Abonnez-vous, aimez, partagez cette émission. Nous allons vous retrouver encore dans d'autres numéros. Il y a tellement d'activités que nous allons continuer à animer ensemble. C'est pour la première fois cette table d'échange ou ces salons d'échange. Mais ça ne sera pas la dernière. Seulement, Maman Claudine va encore venir et peut-être va nous inviter. Sachez que Kabali Solo organise des émissions live. Même là où vous êtes, dans votre activité, vous pouvez nous inviter. Nous allons descendre avec nos matériels sur le terrain. On va être dans vos activités et vous permettre d'être en connexion avec d'autres personnes qui sont ailleurs parce que nous sommes suivis sur le plan international. Nous sommes au terme de cette émission. Rendez-vous dans nos prochains numéros. Kabali Solo, Toto Sana. Est-ce qu'on fait tout ça pour ça? Toto Sana. Merci. Vraiment, Maître Micheline, merci d'être passée. Merci beaucoup, madame la journaliste. Ça fait bien. Maman, merci d'être passée. Au revoir. Voilà une photo, ça va faire du bien. Maman Claudine Bulldozer. Ah oui, hein? Caïma de toutes les femmes. Tu as fait quoi? L'anglais comme moi, merci. Ah,